Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast Secret de scénariste, épisode 10. Nous sommes dans les locaux de la Guilde française des scénaristes à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est l'unique syndicat des scénaristes en France qui comporte plus de 380 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. Comme vous le savez, l'objectif de cette émission est de vous immiscer dans la réalité du travail d'écriture, dans la réalité du métier de scénariste, aussi bien dans la fiction, dans le cinéma, que dans l'animation. Et justement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un film d'animation, et en particulier Funan, un film fort qui traite du génocide cambodgien, et qui a reçu plusieurs prix, dont le prix du meilleur film d'animation au dernier Festival international d'Annecy. Pour venir en parler, je reçois Magali Pouzol, qui a coécrit le film avec le réalisateur Denis Do, et qui a eu la chance de suivre toutes les étapes de la création du film. Sauvan! Toi, reviens! Notre fils, il s'est égaré. Je crois que j'ai retrouvé Sauvan. T'as pas le droit d'abandonner Chou. Pas maintenant. Bonjour Magali et merci d'être venue nous rendre visite à la Guilde française des scénaristes. Alors voilà, on va évidemment parler de ton implication sur le film Funan, ce que tu y as apporté, voilà, comment tu as vécu toutes ces différentes étapes. Alors, il y a quelques mois, on recevait le scénariste Jean Regnault, qui avait en fait travaillé sur l'adaptation au cinéma de la BD Le Grand Méchant Renard, et qui était plus axé, on va dire, comédie pure. Et là, c'est une autre facette de l'écriture de films d'animation que j'ai envie d'aborder avec toi. Alors, d'une part, évidemment, la création originale, mais d'une autre part, tout le côté, on va dire, dessin animé pour adultes. Parce que généralement, voilà, quand on pense au dessin animé, eh bien, c'est souvent associé au divertissement, quoi, qui convoque toutes les générations. Mais là, depuis quelques années, on voit un vrai intérêt à un nouveau genre de film d'animation, on va dire plus mature, en traitant voilà, des sujets peut-être plus difficiles, plus durs. Et avec Funan, eh ben, c'est exactement, on s'inscrit vraiment dans ce registre-là, puisque le film dépeint une page sombre de l'histoire du Cambodge avec la prise de pouvoir des Khmers rouges au milieu des années 70. Mais avant de nous plonger dans ce film, je voudrais d'abord revenir sur ton parcours et que tu nous expliques un petit peu comment tu en es venu à devenir scénariste. Alors je sais que avant tu étais institutrice. Ouais, bravo. Voilà, je le sais, j'ai fait mes devoirs. Et alors c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit, à force d'interviewer des scénaristes, que eh bien, vous avez souvent exercé d'autres métiers, des fois même qui n'ont rien à voir avec le métier de l'écriture. Et alors donc du coup ma première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ce métier d'institutrice t'a apporté quelque chose dans la façon d'écrire tes scénarios ? Alors je pense que sur Funan, pas forcément, parce que moi j'ai un peu travaillé, j'étais institut pas très longtemps, 3-4 ans, et j'étais surtout en maternelle et CP, donc du coup c'est pas forcément la cible vers laquelle Funan se dirige. Ouais. Mais par contre j'ai parfois bossé aussi sur plus de la série, et du coup oui en fait ça m'apporte en tout cas une sensibilité, et par exemple j'ai bossé sur Choupi à l'école, et du coup effectivement ça m'apporte des souvenirs ou des expériences que je peux utiliser après dans mon écriture. Mais c'est vrai que sur Funan ça a été un peu différent parce que très tôt on s'est positionné comme voulant faire un film ado-adulte, et donc du coup sans forcément tomber dans le côté historique avec une volonté didactique, où nous ce qui nous intéressait c'était plutôt de creuser les rapports humains entre les personnages plutôt que vraiment faire un film politique et qui se veut presque pédagogique. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc sur Funan pas trop, mais sur d'autres choses oui quoi. Et puis dans l'avenir peut-être aussi j'aimerais bien faire des choses un peu plus légères et à destination d'un public plus jeune, donc du coup peut-être que plus tard oui, mais pour l'instant pas encore quoi. D'accord. Alors je sais que tu as fait une école, tu as fait le CEEA, le Conservatoire européen de l'écriture audiovisuelle, je l'ai bien dit. École qui est vraiment géniale, où j'ai tout appris. Moi j'ai pas du tout fait de formation générique de cinéma, où j'ai fait un bac littéraire vraiment classique et tout. Ouais. Et du coup avant de rentrer au conservatoire, j'avais jamais lu de scénar de ma vie. Donc du coup c'était vraiment une découverte, et cette école m'a tout apporté, que ça soit déjà les exemples, les ateliers d'écriture, la rencontre avec des gens qui avaient bossé, qui venaient de ce milieu-là. Donc c'est vraiment une super école qui dramaturgiquement m'a apporté des outils qui me servent quotidiennement dans mon travail.
D'accord. Et alors, c'est une école qui est à Paris. Ouais, hein. tout à fait. Quand on y rentre, en fait, c'est une formation de combien de temps? C'est sur 2 ans. D'accord. Et du coup, c'est des petits groupes. Moi, ma promo, on était 14, je crois. Donc, c'est toujours quand même des petits groupes. Et après, on est partagé à chaque atelier encore en plus petits groupes pour vraiment permettre à chacun de travailler, d'écrire et présenter des choses, de aussi apporter son point de vue sur le travail des autres. Donc, il y a vraiment c'est que de l'atelier d'écriture en profondeur sur tous les genres, et qui, du coup, permettent de vraiment, après, avoir l'habitude, on va dire, de ces échanges et retours avec les partenaires avec qui tu bosses, parce que c'est pas toujours facile d'avoir le regard des autres sur son travail. Le regard critique. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour ça, le conservatoire est super. Mais alors justement, dans cette école, ce que j'aurais te demander, c'est est-ce qu'il y a une distinction, on va dire dans les cours que tu as reçus, il y a une distinction entre le travail d'écriture sur des films, on va dire traditionnels, en prise de vue réelle, et le travail d'écriture sur des films d'animation? Ou alors est-ce qu'on apprend l'écriture en général? En fait, on a des cours de dramaturgie généraux, et donc du coup, ça c'est pour une base hyper intéressante. Et après, on a des ateliers d'écriture où moi, à l'époque, donc ça commence à remonter un peu, c'était 2008, je crois, donc je suis rentrée en 2008. Et du coup, ils commençaient à avoir des ateliers vraiment plus spécifiques sur l'animation, avec éventuellement des choses que tu pouvais approfondir si ça t'intéressait et tout. Et donc du coup, il y avait vraiment les deux types d'ateliers d'écriture. Il y avait de la série, du long métrage live, et puis des ateliers série, long métrage, anime. Et je crois que depuis quelques années, ils ont encore plus creuser cet axe-là pour proposer aux étudiants, parce que c'est quand même une écriture qui est différente et qui du coup sur laquelle on a besoin d'outils aussi qui sont pas toujours les mêmes. Donc du coup je crois qu'ils le développent de plus en plus. Il me semble, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois aussi qu'ils développent des partenariats avec des écoles ou des rencontres en tout cas entre graphistes, réalisateurs et scénaristes comme les Gobelins. Voilà. Donc du coup ça c'est super intéressant aussi parce que quand tu commences c'est quand même très intéressant d'avoir des premiers contacts avec des métiers différents et qui se complètent les uns les autres. Et moi, à mon époque, on avait fait un partenariat avec l'INA, donc plus le côté producteur, et on avait eu 1 ou 2 rencontres, je crois, avec des écoles de graphistes ou directeurs artistiques, tout ça. Mais par contre, on n'avait pas de vrais partenariats, de vrais ateliers de groupe ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui développait à l'époque et qui était en train de se construire. Donc je crois qu'aujourd'hui, ils travaillent sur ça aussi. Et alors, toi, pourquoi tu as voulu te diriger, on va dire, un peu plus vers l'écriture d'animation? Je pense qu'il y avait une base qui fait que moi j'aime beaucoup l'anime, plus le fait d'avoir travaillé avec des enfants, du coup le côté anime à destination enfantine du coup m'intéressait. Et après c'est aussi le hasard des rencontres, en fait c'est le projet, tu vois, mon premier projet que j'ai croisé. Oui, c'est ça que j'allais te demander, c'est avant Funan, quel projet Funan c'était mon premier projet, parce qu'en fait donc moi je suis sortie en 2010 de l'école, et fin 2010 j'ai rencontré l'équipe de Funan, en tout cas les deux, donc le réal Denis et le directeur artistique Michael Croza, qui du coup avaient envie de faire quelque chose autour de la révolution cambodgienne, des Khmer Rouges, tout ça. Et donc en 2011 on attaquait de bosser quoi. Donc c'est vraiment le premier projet sur lequel je me suis lancée, et c'est la rencontre je pense de ces mecs là qui étaient hyper intéressants, qui avaient déjà un bagage sur ce qu'ils voulaient faire et tout, qui du coup a fait que je me suis dirigée là-dedans. Si ça avait été un autre truc, peut-être que je serais partie d'abord dans le live en fait. C'est le projet avant le reste qui m'a plu, c'est pas le fait que ça soit de l'animation, c'est surtout le projet qui m'a accroché quoi. D'accord. Et alors justement, on va aborder le projet du film Funan, sa genèse, etc. C'est un film qui raconte une histoire très personnelle, puisque le réalisateur en fait s'est inspiré de ce que lui avait raconté sa mère et de ce qu'a vécu sa mère, qui a été emprisonnée pendant 3 ans dans un camp. Et donc ma question, c'est pourquoi ce réalisateur, par exemple, n'a pas écrit lui-même ce scénario, puisque c'était quand même quelque chose de très personnel, et pourquoi il a fait appel à toi, pourquoi il a fait appel à un regard extérieur, en fait? Alors, je pense qu'il y a plein de pistes à explorer pour cette question-là. La plus simple, je pense que c'est en fait, moi quand j'ai rencontré Denis, il avait déjà un bagage il avait recensé plein de témoignages des récits de sa mère, mais aussi des autres personnes de sa famille, des choses qu'il avait pu lire déjà sur cette époque, des bouquins, et donc du coup il avait toute une base qu'après il fallait transformer en scénario et qu'il fallait dramatiser. Il y avait un vrai travail de dramaturgie à faire, puisque en fait
comme tu le disais, ça s'inspire de l'histoire de sa maman, mais en fait, on a gardé la trame qui est qu'elle a été séparée de son petit garçon, mais tout le reste est fictionné. Donc après, même les caractères des personnages, la réalité de tous les personnages qu'elle connaissait à cette époque, ou certains qu'on a rajoutés dans le film, n'étaient pas forcément présents. Donc du coup, il y a eu un vrai travail de dramaturgie et de scénariste derrière. Voilà, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que il y a quand même eu la place dans cette histoire, on va dire très personnelle, et le fait de raconter une histoire vraie, inspirée d'une histoire vraie, il y a quand même eu la place pour toi d'insuffler en fait ton point de vue, on va dire. Tout à fait, ouais. Après, une des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord très vite avec Denis, c'était en fait est-ce qu'il était d'accord, oui ou non, pour se décrocher de la réalité, pour en faire quelque chose de dramatiquement fort, fictionné, et qui fonctionne. Et donc du coup là-dessus, il a été super. Il a été vraiment, évidemment, parfois ça demande un peu de maturation pour se détacher de la réalité, mais il a toujours été ouvert à laisser une place au travail de scénariste, quoi. Et alors justement, pour ce travail sur ce scénario, est-ce que tu as eu besoin de te documenter, on va dire historiquement, ou de faire des recherches sur cette période, ou alors est-ce que tu t'es basé sur ce que le réalisateur t'a apporté comme matière ou comme témoignage par rapport à sa mère? Est-ce que tu as eu besoin de davantage? Alors en fait, du coup, pour te resituer un peu comment ça s'est passé, donc moi je suis sortie de l'école en 2010. Et du coup, Denis et Michael avaient déjà une base, donc comme je te disais, en fait, beaucoup de choses recensées, beaucoup de témoignages, tout ça, plus quelques dessins, qu'ils avaient présentés à une formation qui s'appelle ASF, Association sans frontières, qui du coup est une formation qui regroupe 4 écoles d'animation européennes. Et du coup, ça dure sur 2 mois. J'ai eu la chance de la faire après eux, donc du coup, je l'ai vécu aussi. Et en fait, tu tournes dans les pays d'écoles européennes, et donc tu dois pour promouvoir les collaborations européennes, et puis pour voir comment ça se passe dans chacun des pays concernés. Et du coup, pour encourager des projets en partenariat avec différents pays à se développer. Et les garçons avaient présenté justement une ébauche de Funan, de ce qu'ils avaient envie de faire. Et on leur avait dit, c'est super, par contre, vous n'avez pas de scénar, et donc il vous faut une scénariste. Et donc là, ils ont contacté le CEA en disant on cherche une scénariste, est-ce que vous avez des gens qui sont intéressés par l'animation? Et ils ont donné, du coup le CEA leur a donné une liste de noms de personnes potentiellement intéressées par l'anime. Et du coup à l'époque donc on a passé un casting, en gros je sais pas, on était une dizaine peut-être, ou un truc comme ça. Mais alors ça veut dire quoi, passer un casting de scénariste? Alors en gros on s'est rencontrés, ils nous ont rencontrés un par un, parce qu'on était peut-être 8-10, un truc comme ça, pour voir comment ça fonctionnait, voir si ça collait, voir ce qu'ils avaient envie de présenter, ce que chacun pouvait apporter, est-ce que ça nous intéressait, est-ce qu'on aurait plus ou moins une même vision des axes à travailler, machin, tout ça. Et puis après ils ont fait leur choix. Et du coup à l'époque on était 2 scénaristes du coup à avoir été sélectionnés. Du coup on se connaissait et tout, donc on s'est dit pourquoi pas, enfin ça peut être une expérience de bosser ensemble, donc et ils aimaient bien nos 2 approches, donc ils se sont dit allez partons à 4 quoi. Donc on a commencé à 4. Je vais pas dire de bêtises, mais je pense que ça a duré peut-être 6-8 mois, peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Et du coup on s'est quand même très vite rendu compte que la collaboration, alors du coup en gros, donc Michael s'occupait du design, de décor, de tout ce qui est direction graphique artistique, et artistique. Voilà. Et par contre Denis nous avait très vite dit, moi je veux travailler sur le scénar en fait, vu que c'est mon histoire personnelle, j'ai rassemblé plein de choses, et puis l'écriture m'intéresse, donc du coup moi je vais écrire avec vous. Et donc on a commencé tous les 3. On s'est très vite mis d'accord tous les 3 sur le fait que Denis avait la connaissance historique de ce que lui avait rapporté sa maman, des recherches qu'il avait fait, tout ça. La 3e personne qui s'appelle Elistrine, elle connaissait un peu cette histoire, et elle est vietnamienne, donc du coup elle avait aussi une approche de l'histoire asiatique. Et moi par contre pas du tout, j'avais déjà entendu parler des Khmers rouges, mais à l'école et dans des vagues souvenirs. Et du coup en fait on s'est tout de suite dit eux vont garder la véracité des choses et s'assurer que ça soit droit au niveau politique. Par contre, moi, je l'ai proposé de rester, de pas faire de recherche historique au départ, pour justement être à hauteur de mes personnages. Parce qu'en fait, en gros, une des choses assez marquantes dans ce qui s'est passé chez les Khmers rouges, c'est que les gens ont été arrachés à leur quotidien, déportés sans savoir pourquoi, comment, où, et donc du coup, vraiment sans avoir conscience forcément de tout ce qui se cachait derrière, et de tout l'aspect politique,
historiques, tout ça. Du coup, moi, ça me permettait de découvrir les événements et de les construire de la même manière. Du point de vue des personnages que tu allais écrire. Ouais. D'accord. C'est ça. Et tout en s'assurant que ça soit juste, grâce à l'apport des deux autres personnes qui collaborent avec moi sur l'écriture. Bien sûr. Ouais. Donc du coup, c'est une approche qu'on a gardée pendant un long moment, je pense après petit à petit, par nos échanges et puis par le fait qu'on a eu la chance de remporter une bourse, la bourse Lagardère, qui nous a permis de partir 2 mois au Cambodge. Du coup, je me suis forgé une connaissance sur cette période et cette histoire, mais à la base, je l'avais pas. Et du coup, dans la construction de nos personnages, je pense que ça a été quelque chose de très important d'avoir moi qui connaissais pas et qui du coup était plus du côté empathie, émotionnelle, construction des persos, et l'aspect politique qui était apporté par les deux autres originellement. Et est-ce que tu peux, par exemple, nous citer un passage du film, ou alors plutôt un apport dramaturgique, un exemple d'apport dramaturgique sur le scénario que tu as mis, que tu as... du coup, il y en a plein. Mais un exemple pour nous faire une idée... Mais tu veux dire qu'il soit en dehors du politique? Voilà, en dehors du côté histoire vraie, du récit, voilà. En fait, il y en a plein. Un parcours de personnage, je sais pas. Il y en a plein dans le sens où vraiment, la seule chose qu'on a gardée, c'est le fait que sa maman et son frère ont été séparés par les Khmers rouges. Voilà, c'est ça, ils sont retrouvés chacun dans un camp. Ouais. Après, par contre, en termes de construction de personnage, sa maman n'a pas spécialement été, dans l'action pour aller le récupérer, déjà parce que c'était pas possible, et puis voilà. Oui, après, il y a des personnages qu'on a fusionnés, parce que parfois, c'était quand même des grandes familles à cette époque, et donc du coup, déjà, d'essayer de mener un parcours pour tous les personnages qu'il y a dans Funan, c'était quand même compliqué. On a 4 frangins de Cône, on a la grand-mère, donc il y a des personnages qu'on a fusionnés pour pouvoir avoir plus de temps pour les creuser vraiment. Il y avait le personnage du grand-père qui était un personnage qui a existé, qui était très fort dans les premières versions de scénar qu'on a eues, et que finalement on n'a pas eu le temps de développer correctement, et du coup en avançant on s'est dit vaut mieux l'enlever plutôt que ça soit accessoire, donc voilà. Après, en termes de péripéties, c'est la même chose, c'est une balance entre des événements qui n'ont pas forcément été vécus de la manière dont on les raconte dans le film, et qu'on a réintégré malgré tout parce qu'ils nous intéressaient, et des choses complètement tirées d'autres témoignages, ou vraiment qui viennent en brainstormant. Par exemple, la rivière minée, c'est un élément que Denis a apporté très tôt, parce que effectivement sa famille, en tout cas sa mère et puis sa famille à l'époque, y ont été confrontés, mais pas forcément de cette manière, donc ça on avait dit on le garde, Après, par contre, le viol de Lily par exemple, ou la dispute entre Mom, qui s'appelait Lacham avant, mais du coup et Chou à propos de la nourriture, ça c'est quelque chose de complètement fictionné, et qui est venu en fait au fur et à mesure de nos échanges, parce que en construisant nos personnages et en les faisant évoluer, tes personnages t'apportent après les péripéties qui leur collent le mieux et qui te permettent de servir ton propos. Donc du coup, c'est vraiment très clairsemé de choses qui ont vraiment été vécues, pas forcément de cette manière, pas forcément avec des personnages avec cette personnalité-là qui nous servaient pour notre propos, et puis des choses complètement apportées de l'extérieur. Voilà. Non mais donc c'est ça qui est intéressant à savoir, c'est que même quand on s'attaque à un fait réel, il faut quand même fictionner, il y a quand même tout un travail scénaristique, de dramaturgie à insuffler dans le scénario. Et puis aussi, comme tu disais, c'est intéressant quand on se retrouve des fois peut-être avec trop de personnages qui peut-être alourdissent le récit, il faut pas avoir peur aussi de fusionner certains personnages pour gagner peut-être du souffle, de la place, parce pour que tout le monde puisse exister, et que tout le monde ait un arc narratif, etc. C'est ça. Et que tu puisses et puis pour aussi éviter les doublons, parce que en fait 1h20, la première version de scénar, franchement je pense qu'on avait 3 films, on aurait pu faire une trilogie, tu vois. Donc du coup elle faisait combien de pages par exemple? Alors là c'est un peu compliqué à dire, mais je pense que la dernière version de Funan, avant qu'on parte travailler sur l'animatique, tout ça, ça devait faire une centaine de pages, donc autant dire que la première elle en faisait 200 quoi. Du coup il a fallu t'es obligé du coup. Puis après petit à petit c'est pareil, le budget s'est affiné, il a été vraiment en dessous de ce qu'on espérait à la base, donc du coup t'es obligé aussi de faire des coupes et de choisir ce qui est le plus pertinent et ce que tu veux vraiment garder, des compromis. Et du coup les personnages on a fonctionné pareil, mais par contre c'est un travail hyper intéressant, parce que en fait, c'est difficile de se séparer de choses que tu as écrites, de personnages que tu as créés, mais en général,
quand tu sabres dans ton travail, ben, tu arrives à être encore plus efficace et à du coup à vraiment densifier les choses et à les rendre plus fortes encore. Ça demande un travail de reconstruction, de faire, comme tu dis, des sacrifices et d'accepter que certaines choses disparaissent, mais en recentrant, tu rends les choses plus fortes encore. Ouais. Et ça aussi, c'est une des choses que le conservatoire nous a appris en nous faisant pratiquer tu vois, quand je suis sortie du conservatoire, j'avais, 3 bibles de séries bouclées, feuilletonnantes, animées, 5-6 sinos, un dialogué complet, des courts-métrages. Et donc, du coup, en fait, en mettant tout à plat et en réécrivant tous ensemble avec les critiques des autres, tu te rends compte que oui, effectivement, en tout cas, moi, j'écris comme ça, j'ai besoin d'écrire beaucoup. Et puis après, on recentre et on garde ce qui est le plus pertinent. D'accord. Et alors, justement, par rapport au budget du film, j'ai envie de te demander, je ne sais pas si tu sais, mais est-ce que tu penses qu'il est plus difficile de trouver des financements pour un film d'animation qui parle de sujets... T'as pas fini ta phrase, mais t'as compris où je voulais en venir, que trouver des financements pour un film d'animation, on va dire, tout public, comédie, etc. Ouais, c'est sûr. Oui, de toute façon, l'animation, et c'est aussi ça qui nous intéressait dans le défi de Funan, l'animation adulte ou ado-adulte, c'est encore quelque chose qui est très difficile, même si ça vient de plus en plus, et que c'est quand même reconnu par les festivals, dans le milieu, et puis que les gens s'y intéressent de plus en plus, c'est pas quelque chose de courant et donc de facile à monter en France, quoi. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir, tu vois, les films, que ce soit Funan ou d'autres, mais qui sont plus destinés adultes, quand tu en parles avec les gens, en tout cas les gens qui ne connaissent pas forcément le médium ou le milieu, pour eux c'est de l'animation, c'est des trucs pour enfants, quoi. Du coup c'est automatique, alors ça vient, mais il y a une vraie éducation à faire, un vrai travail à faire sur ça. Et même chose dans les salles, il y a plein de salles de Cinoche qui ciblent les films même ado-adultes sur des horaires qui sont plus spécifiques à un moment où on vient avec des enfants et qui du coup il y a un vrai travail d'éducation, de communication et de promotion à faire autour de l'idée que l'anime ça veut pas dire uniquement un truc pour les enfants. Ouais, c'est ça. Dans notre cas c'est un sujet particulier. Un peu, c'est une niche, quoi, clairement. Y a le côté historique, et puis il y a le fait aussi, tout bêtement, qu'un film comme ça, en fait, c'est pas un film où tu emmènes tes petits, donc c'est moins de place de Cinoche, donc du coup, c'est moins d'entrée en salle. Et donc, du coup, les gens sont plus frileux, on va dire, à investir sur ce genre de projet. Donc, il faut à la fois arriver avec des trucs beaucoup plus solides pour vraiment les défendre, et puis trouver les bons partenaires qui vont vraiment croire en ton projet. Et ça a été le cas par exemple de David Grimbach qui est à Backfilm, qui était du coup notre diffuseur et qui lui a été hyper sensible au projet parce que sa famille a aussi vécu dans les camps Khmer Rouge, donc du coup ça l'a touché et c'est ça qui a fait, je pense, que clairement on a pu débloquer des fonds. Parce que par exemple on n'a pas eu de chaîne, tu vois, et donc du coup c'est compliqué pour monter un budget souvent quand t'as pas de chaîne. C'est clair, donc du coup c'est vraiment le hasard des rencontres et de... Même pas Arte? Non, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois pas qu'on a eu Arte, mais ça c'est des trucs un peu nébuleux, tu vois, pour moi c'est le travail du prod, mais par contre effectivement c'est compliqué, quoi. C'est sûr que ça demande beaucoup plus de... En fait, ça se voit d'ailleurs même dans les premières rencontres qu'on a fait, que ça soit les diffuseurs ou même les prods, en fait, ou parfois les retours qu'on a eu en festival quand on était en phase de développement sur Funan. Il y a eu beaucoup de retours qui étaient nous, ça nous dit, mais par contre, vous prenez le point de vue du petit pour en faire un truc familial, tu vois. Alors que nous, c'était pas du tout ce qu'on avait envie de faire, c'était pas du tout non plus dans la volonté de Denis, puisque c'était un hommage à sa maman, puis c'était pas l'axe qu'on avait envie de travailler. Mais par contre, il y a plein de gens qui nous ont dit, ok, on vous suit, mais vous changez ça. Donc, un Kirikou asiatique. C'est ça, exactement. Donc, oui, ça serait peut-être plus vendeur. C'est possible, mais ça les aurait rassurés. Ouais, c'est ça. Alors, je voudrais qu'on aborde tout le processus d'écriture pour ce scénario, et en fait, je voudrais que tu me dises, est-ce que, en gros, avant de te lancer dans l'écriture de scénario, tu te mets est-ce qu'il y a une contrainte, en fait, par rapport au film d'animation, en fait? Est-ce qu'il y a une contrainte technique? Alors, je veux dire, est-ce que le fait d'écrire pour un film d'animation t'apporte des contraintes, ou alors pas du tout, on écrit une histoire et on verra après si elle se transforme en film d'animation ou en film, on va dire, traditionnel, prise de vue réelle? En fait, dans le cas de Funan, c'est un truc qui est très vite ressorti. On s'est tout de suite dit, en fait, l'animation c'est un médium parce que ça apporte plein de choses, mais ce qu'on veut faire, c'est faire un film de cinéma, en fait. Donc du coup, on veut construire notre histoire comme c'est d'abord la construction de l'histoire et les personnages qui priment, tu vois, et l'animation, en fait, va venir apporter quelque chose là-dessus. Mais on s'est pas restreint, on va dire, aux contraintes que
qui peuvent effectivement découler de l'animation ou qui sont aussi induites par comment fonctionne le système, le milieu, machin, tout ça. Ouais. Dans Funan, vraiment, on s'est dit non, ce qu'on veut faire en priorité, c'est un film de cinéma. On veut raconter une histoire d'abord. Ouais. Et l'anime sera juste un médium, quoi. D'accord. Après, par contre, effectivement, il y a des choses... et ça, du coup, c'est aussi plus Denis qui va l'avoir apporté, tu vois, mais il y a des choses qui, en animation, sont plus compliquées, ou, tu vois, tu peux pas avoir la même... Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué d'avoir la même expressivité et du coup de faire passer uniquement des choses dans des jeux de regard que quand t'as des acteurs. Mais après, je me suis pas restreinte pour écrire, en fait. Pour écrire, non. ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, le film d'animation apporte de Après, plus que... c'est vachement compliqué pour moi de répondre à cette question parce que du coup, j'ai pas écrit de live, tu vois. Ouais. Pour l'instant, j'ai plus fait de l'anime. D'accord. J'ai travaillé une ou deux fois sur, tu vois, des campings paradis ou des... mais j'ai pas fait de long métrage et perso en plus, ou même de court métrage live. J'ai plus bossé en anime. Par contre, ce que je pourrais te dire, c'est que d'instinct, et puis c'est pas quelque chose que j'ai théorisé ou auquel j'ai vraiment réfléchi, mais d'instinct, je te dirais que j'ai l'impression qu'on décrit beaucoup plus dans l'anime D'accord. que dans le live parce que du coup Qu'on décrit quoi? Les sentiments des personnages ou l'environnement? Ouais, non, je dirais plutôt peut-être les sentiments, tu vois, pour vraiment apporter au réalisateur aussi, parce qu'en fait, t'as pas de part que tu vas pouvoir donner d'improvisation aux acteurs, mis à part sur le doublage, qui du coup est aussi hyper intéressant. Mais en fait, t'as quand même, tu vois, moins de facilité à exprimer justement tout ce qui touche aux échanges de regards, à l'émotionnel. Faut trouver d'autres moyens que le jeu des acteurs pour le mettre en avant, en fait. Ouais, faut peut-être être plus précis dans ce que tu veux faire passer comme message à celui qui va mettre en scène, ou qui va animer, dessiner même si du coup, tes idées. Tu vois, on peut aussi se dire la même chose sur le live, parce qu'en fait, il faut quand même que dans ton scénar, ça soit hyper clair tes intentions, pour que après, effectivement, les acteurs le prennent en main et le fassent là, mais pour que tes intentions soient pas détournées, donc malgré tout, dans les deux, il faut effectivement travailler ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus appuyé dans le scénar d'anime, et que du coup, parfois, moi, je réutilise même quand ça m'arrive de travailler, du coup, en live. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'ai une expérience plus forte en live pour pouvoir vraiment te répondre là-dessus, quoi. Et alors par rapport à... on parlait des restrictions tout à l'heure, et techniques, etc. Mais par exemple dans Funan, la violence, elle est plutôt représentée, elle est évoquée, mais surtout en hors-champ, suggérée. Est-ce que ça, c'était une contrainte que vous vous êtes imposée même dès l'écriture de scénario? C'était une idée? Mais je veux dire, est-ce que c'était une idée qui était motivée par le fait que comme on fait un film d'animation, on ne montre pas trop de violence, pas trop de sang? Ou alors non, c'est une idée en fait, c'est artistique c'est quelque chose qui est venu très tôt, et c'est venu plutôt de Denis à la base, parce qu'en fait c'est quelque chose qui, donc c'est venu très tôt et du coup on l'a de suite intégré dans l'écriture. Par contre, une des raisons pour lesquelles lui voulait et voilà, ce que je trouvais aussi intéressant, c'était en fait de pas axer le film sur les exactions des Khmers rouges, sur le côté violent, déjà parce que tu peux faire ressentir la violence et le malaise par la suggestion justement en fait. Sûr, et puis aussi pour pas ancrer le récit uniquement sur ça en fait, puisque du coup effectivement il y a eu des choses atroces qui sont très fortes en elles-mêmes, et pour que le propos de Funan et ce qu'on retient de ce film soit pas uniquement ça, mais plus la manière dont ça détruit les gens et les relations entre les gens au sein d'une cellule familiale et après plus largement, on s'est dit en fait la violence ça va très vite être très fort et trop brutal en fait. Donc du peut-être coup, éclipser le reste. Exactement. Donc on a choisi de moins, voilà, mais tout en travaillant quand même assez fortement sur l'atmosphère et le côté brutal, violent que tu peux ressentir, mais qui est plus présent pas par des images chocs en fait. Donc il y avait ça. Et puis après il y avait aussi, et effectivement on va pas se mentir, il y a aussi le fait qu'on avait envie de rendre ça accessible à un plus grand public possible, sans pour autant viser les 4 ans, tu vois, mais du coup c'est sûr que pour les salles, les salles de cinéma, si ça avait été d'une violence graphique intense, ça aurait été peut-être problématique. Donc du coup il y avait aussi cette volonté là de le rendre accessible peut-être au collège, au lycée, même si évidemment malgré tout parfois... Oui, parce que les enfants, c'est peut-être pas approprié, mais les adolescents, c'est bon. C'est clair, oui,
Pour moi, alors après ça demande par contre des explications et un échange avec la personne avec qui tu vas avoir, tu vois, pour contextualiser, puis peut-être pour désamorcer aussi des choses après, mais pour moi, des 10-11 ans, tu peux les emmener, quoi. Enfin, ouais, ça va. Bah, moi j'ai vu la liste de Schindler à 12 ans. Donc, voilà. Je pense que, c'est clair. Je pense que ça va. Alors, je voudrais maintenant aborder, on va dire, les différentes étapes d'écriture. Est-ce que tu es passé par toutes les étapes, on va dire, classiques de l'écriture, à savoir le pitch, le synopsis, séquencier, traitement et tout ça? Ouais, on a fait toutes les étapes. Alors, bon, du coup, comme je te disais... Et à partir de quelle étape il faut aller voir une production, un producteur pour aller convaincre? Alors, en fait... ramener le financement. Alors, il y a plein de questions dans tes questions. Tu choisis, c'est à la carte. Du coup, je vais commencer par le côté écriture, puis après on reviendra sur la prod. Donc du coup, comme je te disais tout à l'heure, originellement on était 3 sur l'écriture. Donc avec une nana qui est très douée qui s'appelle Elistrine. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que écrire à 3, enfin dans cette configuration-là, écrire à 3, ça fonctionnait pas, ça ne correspondait pas. Pas pour un problème de compétence, parce qu'elle est très douée, cette personne, mais simplement en fait on voyait pas forcément le même film. Donc du coup on a commencé à travailler ensemble. Je dirais qu'on a été, alors je vais pas dire de bêtises parce que ça commence à remonter, mais je pense qu'on a été jusqu'à une première version de traitement ou quelque chose comme ça tous les 3. Et en fait on n'arrivait pas forcément, tu vois, à vraiment voir des choses communes dans la manière de voir le film. Ça s'est aussi trouvé que en fait, donc on était à une version de traitement, on remportait la bourse ou traitement ou sino, enfin dans ces eaux-là, la bourse de la Gardère, et on est parti au Cambodge pendant 2 mois. Du coup, pour ramener des banques de documents, de photos, des témoignages de gens qu'on allait rencontrer là-bas, puis aussi pour s'imprégner du lieu, de la force historique qu'ils pouvaient avoir. Tu vois, on a fait les charniers, le trajet que nos personnages avaient fait quand ils ont été évacués de Phnom Penh. Aller sur les lieux mêmes, Et donc du coup, c'est aussi arrivé à un moment où, avec tout le travail qu'on avait fait en amont, malgré tout, en arrivant au Cambodge, très honnêtement, en tout cas pour ma part, moi j'ai pris l'histoire dans la gueule et vraiment c'était hyper brutal parce qu'en plus, comme je te disais tout à l'heure, j'avais pas fait de recherche. Donc tu vois, faire la prison S21, c'était vraiment très dur. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on avait fait, c'était très bien pour commencer à creuser, mais c'était pas le film, tu vois. Et donc on a tout remis à plat et on a recommencé. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, bon, à 3 ça fonctionne pas. Déjà, écrire à 2 c'est pas toujours facile, donc on s'est séparés d'Élise, ce qui était pas facile, du coup, qui était aussi une expérience sur laquelle moi j'ai beaucoup appris parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup en plus, donc tu vois, c'est compliqué tu vois, c'est vraiment pas facile. Et puis il faut le faire correctement, ce qui est pas facile quand tu débutes et tout, donc voilà. Et donc on a continué à 2 avec Denis, et on est reparti grâce notamment à tout ce qu'on avait découvert là-bas, on a ramené, tu vois, on avait rencontré des gens qui avaient vécu dans les camps, qui nous ont fait des danses, qui nous ont rapporté des témoignages de ce qu'ils avaient vécu, de comment ils avaient perdu certains membres de leur famille, qu'on a filmé d'ailleurs, on a une banque de données qui du coup pour le scénar était hyper intéressant, et aussi pour l'animation après, pour que Michael et puis l'équipe puissent du coup réintégrer des choses, des danses, tu vois. Et à partir de là, on est reparti de zéro, on est revenu à l'étape du sino, et on a reconstruit étape par étape. Et donc on a fait toutes les étapes. Alors le pitch c'est plus, tu vois, vraiment au tout début quand on vend. Mais après, quoique en fait, un bon pitch, moi je trouve aussi que c'est vachement dur à écrire parce qu'en fait il faut avoir tout dans... Et au final, ton meilleur pitch c'est quand t'as fini et que tu sais exactement où tu veux aller et ce que tu veux démontrer, et voilà. C'est ce qui convainc un producteur, Ouais, en tout cas, c'est ce qui peut l'accrocher et faire qu'il a envie de lire la suite de ton dossier, quoi. Le pitch, en fait, je trouve que le meilleur moment pour l'écrire et là où il est le plus performant, c'est quand t'as fini ton scénar, en fait. Donc, du coup, quand vraiment tu sais où... Voilà. Mais donc, malgré tout, on a fait toutes les étapes. Et alors, nous, on était partis dans l'idée, mais très vite, dès le début, de, en fait... pas aller voir un producteur trop tôt parce qu'on avait peur de se faire déposséder du projet. Du coup, on s'était dit, on avance au maximum jusqu'à ce qu'on trouve exactement ce qu'on veut faire, ce qu'on veut défendre, pourquoi on veut le défendre, pourquoi on veut le faire, pour qu'en fait on arrive avec un vrai truc construit et où en fait on trouvera un producteur qui respecte ce qu'on a envie de dire en tant qu'auteur et pas qui alors sans pour autant dire qu'il doit pas s'intégrer et mettre sa patte dedans, mais en tout cas pour que on soit pas vraiment dépossédé de ce que vous vouliez faire à la base. C'est ça.
Sauf que du coup, ça demande des sacrifices dans le sens où en fait on a travaillé peut-être 2 ans, 3 ans tout seul dans notre cave. Du coup, grâce aux bourses, parce qu'en France on a quand même la chance d'avoir plein de bourses et de financements qui t'aident à développer. Ouais. Mais du coup, on était tous obligés de faire du taf à côté pour alimentaire, tu vois. Pour, Bien sûr. Ouais. Donc du coup, parfois c'est comme ça. Et puis parfois, il y a d'autres personnes ou d'autres projets sur lesquels tu vas avoir un pitch ou un sino et avec ça tu peux déjà aller voir un prod. Et puis développer avec lui en fait. Il va te mettre une option, c'est ça, une option, Ouais, ce qu'on appelle c'est une ça. option, c'est ce qui va Pour le permettre développement. pour le développement, Ouais, voilà, c'est ça. qui va te permettre d'écrire une continuité, C'est dialoguer. ça, ouais. Mais du coup, ton développement est financé. Alors que sur Voilà, le cas de Funan, en fait, c'était pas le cas. Sur le cas de Funan, on a travaillé On jusqu'à. spec. Voilà, exactement, on spec, jusqu'à la première version de séquencier, je crois, ou un truc comme ça. Donc, tu vois, on était vraiment très très avancé. Quand on a décidé d'aller voir Sébastien Onomo, qui du coup est le producteur du film, et on en avait vu quelques autres avant, et en fait ce qui nous a plu chez lui, et ça a été le cas sur toute la durée, c'est qu'en fait il a toujours été très respectueux de ce qu'on avait envie de dire. Tu vois, jamais il nous a dit prenez le point de vue de l'enfant parce que c'est le plus vendeur, ou vous voulez faire ça, ok, on va essayer de vous donner les moyens d'eux. Mais du coup c'est exactement ce qu'on recherchait comme type de producteur. Et c'est vrai que je pense que ça a aussi été motivé par le fait qu'on avait vraiment peur de se faire déposséder de ça, quoi. Donc sur Funan on a choisi de le faire comme ça. Après ça dépend des projets, quoi. Et puis aussi du coup c'est difficile en fait. Ça rallonge aussi la durée de ton développement parce que tu dois faire des trucs à côté, parce que... Et en gros, en combien de temps vous avez écrit la V1, on va dire, la V1 avec les dialogues c'est un peu compliqué de te dire parce que ça remonte un peu, mais... Ça se fait sur plusieurs années. Ouais, carrément. Ouais, plusieurs années, oui. Surtout en plus quand tu fais du développement en spec au début, parce que y a des grandes périodes où tu peux pas bosser parce que tu dois faire de l'alimentaire pour payer ton loyer. Voilà, et, exactement. Donc oui. Et quelle a été la scène la plus difficile à écrire, selon toi? J'avais Est-ce qu'il y en jamais a réfléchi à cette question. Enfin, une En scène, on va dire, où vous êtes peut-être revenu souvent, ou bloqué, ou Ouais. un passage. je ne sais En pas. fait, très honnêtement, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais dans l'expérience que j'ai, en fait, l'écriture de Funan avec Denis, ça a vraiment été un truc d'enfer, quoi. C'était vraiment très très riche, très très fort, il y avait beaucoup de brainstorming, on se complétait vraiment l'un l'autre, que ça soit dans le brainstorm des idées ou même après dans l'écriture, c'est vraiment une expérience incroyable. Je pense que ça vient aussi du fait, déjà c'est ce que je te disais tout à l'heure, qu'on avait la même vision du film, c'est ça aussi qui nous a permis, tu vois, d'avancer vite, de vraiment creuser tout ça. Et en dehors de ça, il y avait aussi le fait qu'on a des compétences différentes. Lui il vient de l'image, moi il avait le bagage historique, le côté structure, machin. Moi, c'est plus les personnages, l'émotionnel, l'empathie, la construction, la psychologie et tout. Du coup, ça se complétait vraiment bien. Et sachant qu'on avait construit les intentions ensemble, chaque fois que l'un ou l'autre proposait un truc, il y avait la possibilité de se dire ah oui mais attends, est-ce que là tu colles à ce qu'on voulait dire au début, est-ce que t'oublies pas donc ça c'était hyper intéressant et ça vient de nos compétences différentes et du fait de vraiment avoir travaillé ensemble, alors que nos postes, nos métiers dans la construction d'un projet comme celui-ci sont hyper complémentaires mais très rarement mis en collaboration. Enfin, c'est très fréquent dans le cinoche ou à la télé même que le scénariste fait son truc dans son coin et puis après il donne le truc au réal qui fait son truc dans son coin et puis il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément d'échange. Ouais. Mais alors justement, c'est ça que je voulais aussi aborder avec toi. C'est peut-être la spécificité du film d'animation. Comme tu dis, souvent le scénariste d'un film, une fois qu'il a livré sa version définitive au réalisateur, il se la réapproprie et il tourne son film. Et le scénariste, il est un petit peu, pas laissé de côté, mais on n'a plus besoin de lui, c'est terminé. Dans un film d'animation où il n'y a pas physiquement de tournage, où c'est vraiment une création d'un dessin animé, quoi, est-ce que le scénariste accompagne jusqu'au bout les animateurs, on va dire, le réalisateur? Pas du tout. Dans le sens où, est-ce qu'on ne peut pas, on est en milieu de parcours de la création du dessin animé, est-ce qu'on peut encore modifier des choses dans le scénario? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Vu que c'est pas comme un tournage. Je pense que c'est pareil pour le live en fait. Parce que du coup, mais dans le live, une fois que c'est tourné, c'est fini. Oui, bien sûr, mais tu peux te rendre compte en cours de... Tu vois... Oui, qu'on peut réarranger une scène ou... Bon, alors, mais du coup, pour être générique sur ce que tu dis, en fait, je pense que c'est très rare. Mais bon, après je te parle de mon expérience, et de ce que j'en sais, mais je pense que c'est relativement rare que les scénaristes soient intégrés
sur les étapes d'après. Tu vois, c'est aussi le cas en série où aux États-Unis ou en Angleterre, tu as des showrunners, ça vient petit à petit en France, mais qui du coup sont des scénaristes qui drivent du début à la fin. Ouais, voilà. Mais en France, c'est très récent et c'est rare. Sauf qu'en fait, ça apporte aussi une garance sur la durée, parce que du coup, il y a un vrai travail sur les intentions qui se perd pas du début à la fin sur ce que tu voulais dire. Et du coup, donc on est 3 sur le projet, on est 3 co-auteurs, 3 porteurs du projet. Donc il y a Denis qui est le réal, qui a apporté l'histoire. Il y a Michael Cruzac qui du coup a apporté, a fait la direction artistique et auteur graphique, tout ça. Et puis il y a moi au scénar. Et du début, on s'est dit, en fait, ce qu'on veut faire, c'est faire qu'on soit tous les 3 présents du début à la fin. Ouais, à toutes les étapes. Exactement, pour vraiment confronter nos points de vue, pour toujours qu'il y en ait un qui puisse, quand il y en a un qui dérape, que les 2 autres soient là pour lui dire « Ah non mais attends, tu te rappelles, on avait choisi ça parce que machin bidule ». Pas perdre le fil. Exactement, et je pense que c'est une des choses qui a fait qu'on a... Enfin en tout cas, ça a été très bénéfique sur toute la durée du développement et de production du projet, quoi. Et surtout parce qu'en fait, on était aussi... Tu vois, par exemple, Michael, qui écrivait pas, avait un regard beaucoup plus frais sur le scénar quand on lui lisait ou quand on voulait avoir son point de vue, parce que du coup, c'est pas son truc, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas son travail, c'est quelque chose duquel il était détaché puisque lui travaillait au dessin, et donc nous, quand on avait trop le nez dans le guidon, lui pouvait apporter un regard un peu nouveau, et voilà, tout en ayant défini les intentions avec nous, donc en pouvant apporter... étant légitime et crédible dans ses critiques. Voilà. Et même chose après sur l'animatique ou sur le board, quand moi je suis intervenue une fois que Denis a eu fini son travail. Moi, c'est quelque chose, c'est pas mes compétences, quoi. Donc du coup, je suis à hauteur de spectateur quand je découvre un board ou un animatique et que je dis, ah bah non, là je comprends pas, là pourquoi ça fonctionne comme ça, est-ce que là ça serait pas mieux que... Du coup, ça apporte vraiment quelque chose de plus... des compétences qui se croisent et qui parfois sont à hauteur de spectateurs. Donc du coup, ça permet de vraiment donner plus de force et de trouver les meilleures solutions pour tirer le meilleur possible de ce que tu as envie de dire et de comment tu veux le dire, quoi. Donc là, le film est construit, animé, tout ce que tu veux. Et donc maintenant, il faut y mettre des voix de comédiens. Donc c'est Bérénice Bejo et Louis Garrel qui se sont chargés de doubler, donc c'est plutôt chouette. Mais alors du coup, ma question c'est, à ce moment-là de l'étape de la création de ce film, est-ce que on réajuste les dialogues par rapport aux comédiens, par exemple, ou alors est-ce que les comédiens vous ont fait des retours sur les dialogues pour les modifier, pour se les réapproprier? Oui. Okay. Alors en fait, je pense que c'est justement comme ce que je te disais tout à l'heure sur le board ou l'animatique, ou sur le doublage, en fait. Je pense que dans notre cas précis, on a vraiment eu la chance d'avoir un réal qui était ouvert à faire intervenir ses partenaires, tu vois, à des étapes qui normalement sont plutôt inaccessibles aux autres personnes qui travaillent sur le projet. Et dans tous les cas, en fait, à chaque fois que quelque chose ne fonctionnait pas, que ce soit des trucs au board parce que c'était trop long, parce que c'était trop flou, parce qu'il y avait trop de personnages, ou alors des dialogues qui en bouche venaient pas forcément correctement sur les acteurs, ou qui, quand ils étaient dit, finalement marchaient pas aussi bien qu'on l'avait pensé, à chaque fois, dans tous les cas, Denis revenait vers moi en me disant, bon voilà ce qu'on voulait faire, ça fonctionne pas trop, comment est-ce qu'on peut le réajuster, et on réécrivait ensuite ensemble. Et ça a été aussi le cas sur le doublage, sachant que ça a été malgré tout moins fort que sur l'animatique ou le board, puisqu'à l'animatique ou au board, vraiment, on a écrit un nouveau scénario. Non, on est parti de ce qu'on avait fait et vraiment on a transformé des choses énormes, tu vois. À l'animatique, je sais plus si c'était à l'animatique au board, je crois que c'était au board, on a supprimé un personnage, tu vois, qui avait été jusqu'à la dernière version du scénario, donc du coup c'est quand même des transformations massives, quoi. Par contre, au doublage, la limite c'est qu'en fait c'est des gens qui sont très occupés, et en plus ça coûte cher le doublage, faut louer des locaux et tout, donc en fait on a prêt, de chez prêt, on n'a pas 15 ans pour réécrire, donc du coup il y a des choses qui se font aussi, moi j'ai pas assisté au doublage, mais il y a des choses qui se font aussi instinctivement pendant le doublage, au moment même du doublage, ça fonctionne pas, l'acteur a une meilleure idée, il s'est approprié le truc, ça colle aux intentions du réal, c'est bon, c'est quoi. Parti, Après par contre il y a des morceaux plus massifs ou plus importants dans la narration, et où du coup là Denis va me dire, bon ce truc là ça marche pas trop, on a une autre séance dans 15 jours, est-ce qu'on peut essayer de le réécrire, quoi. Et du coup là on l'a vraiment réécrit et ça a été moins important que effectivement sur le board ou l'animatique, mais il y a quand même eu des petites modifs
qu'on a travaillé ensemble. Et ça, pour moi, c'est vraiment une chance et c'est un truc... déjà, c'est super d'avoir, en tant que scénariste, pu suivre le projet, tu vois, de bout en bout. Ouais. Et en plus, je pense vraiment que ça apporte quelque chose au projet, parce que du coup, c'est la même chose qu'un scénariste qui est dans son scénar depuis 1 an et qui a plus de recul. C'est pareil pour le réal qui a le nez dans le guidon et qui du coup a besoin de quelqu'un qui par contre l'a suivi et c'est exactement ce qu'il veut dire et du coup va apporter de la fraîcheur et vérifier que ça colle avec perspective. C'est ça. Et alors justement, toi qui as eu la chance de suivre toutes ces étapes de création, est-ce que ça t'a donné envie de faire ton propre film d'animation? Ou alors, un film en règle générale? Ouais, en fait, ça m'a donné envie, effectivement, la réelle, c'est ça que tu me poses la question. Est-ce que la réelle... Écrire et réaliser, Ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Après, pas spécifiquement animation, parce qu'en fait, il faut quand même un savoir... tu vois, technique en fait, que moi j'ai pas, tu vois. Donc du coup, si jamais un jour je décidais de faire un truc, effectivement une réelle sur l'anime, je voudrais m'accompagner de quelqu'un qui a la compétence technique que moi j'ai pas. Que Par Denis contre, Denis, c'est sûr, Denis et Michael, tous les deux viennent des Gobelins, donc du coup, ils avaient que moi j'ai pas du tout, tu vois, la pipeline comme ils disent, il faut les connaissances. Tout ça, moi je connais pas, donc du coup, il faut... Et pour moi, c'est un message, c'est aussi ce que j'ai retiré de cette expérience plus globale. C'est qu'en fait, faire un film, c'est avant tout un travail d'équipe. Il faut s'entourer des bonnes personnes avec les bonnes compétences. Il faut accepter de travailler ensemble et de vraiment confronter tous les compétences et tous les savoirs pour tirer le meilleur du film, quoi. Pas avoir peur de se remettre en question, de remettre en question des idées. C'est facile, mais oui, parce qu'il y a des problèmes d'ego. C'est ça. Ouais, c'est clair. Je connais. Nos métiers, c'est sûr que c'est... Mais c'est vraiment ça qui permet de tirer le meilleur des projets. Vraiment, une bonne équipe. Ouais, c'est important. Et alors, pour finir cette interview, quel conseil tu pourrais donner à un jeune scénariste qui voudrait se lancer dans l'écriture d'un film d'animation? Voilà, si tu devais lui donner un seul conseil, qu'est-ce que tu lui dirais? Il te regarde, tu peux t'adresser à lui directement. Un conseil. En fait, je crois que c'est ce que je viens de dire en fait. Trouve des bons partenaires et pas peur de confronter les points de vue, les compétences et de pas porter ton truc tout seul dans ton coin, mais de vraiment accepter que c'est un travail d'équipe et que c'est comme ça qu'on tire le meilleur des projets et des envies qu'on a, quoi. Merci beaucoup Magali pour cette interview. Voilà. Merci à toi. J'espère que ça donnera envie à beaucoup de gens d'aller découvrir Funan qui est en salle, toujours en salle actuellement. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de fréquenter les salles obscures, de lire des scénarios. Ouais, et d'en écrire. Allez-y, même de l'anime adulte et tout. Allez-y, il y a un vrai marché, il y a plein de gens qui adorent ça. Vous avez entendu? Voilà. Donc rendez-vous pour un prochain numéro de Secret de Scénariste. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que ce 10e numéro de Secret de Scénariste vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de la Guilde française des scénaristes. Vous y trouverez régulièrement des nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au métier de scénariste en France. N'oubliez pas également d'aller sur le site internet de la Guilde où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose des critiques de films et des vidéos thématiques autour du cinéma sur ma chaîne YouTube The Film Talker. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Secret de Scénariste épisode 10, c'est terminé. À très bientôt.